Vous écoutez l'affaire Dany le Prince, deuxième partie. Le 24 janvier 1995, soit 5 mois après les meurtres, Dany le Prince, sa femme et sa fille vont être confrontés. On sait que vont être confrontés Dany, son épouse Martine et la fille aînée Célia. Vincent Campion, ancien avocat de Dany le Prince. Moi, je suis vraiment je suis stressé. J'appréhende le fait qu'on va se retrouver dans une tragédie. Une femme et une fille vont porter des accusations contre un père. Comment il va réagir? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va hurler? Est-ce que ça va pleurer? Enfin bon, la dramaturgie est à l'extrême. Il y a une tension, il y a un silence. Ils savent tous que chaque mot qui va être dit va peser sur leur avenir d'une manière définitive et à très très long terme. C'est une destruction familiale. Chacun est resté sur ses positions. La mère et la fille sont concordantes. Il n'y a qu'un auteur, c'est Dany. Qu'avez-vous à dire sur le témoignage de votre fille? Si je peux dire la vérité, je dirais que c'est faux. Votre fille Célia ment? Oui, je tiens à dire que j'ai les mains très propres et que des personnes m'ont traîné dans la boue. C'est honteux. Je veux dire par là que si Célia ment, c'est pour protéger sa mère. Quand vous entendez ça, et qu'on n'est pas au cinéma, on n'est pas au théâtre, et que les gens sont là, c'est extrêmement lourd. On se dit que ça va être compliqué. Mais bon, après tout, il y avait déjà eu un rebondissement, il pouvait y en avoir un autre. Cette piste de Martine, finalement, va être assez peu explorée par la justice à ce moment-là. Elle ne va pas donner grand-chose, on l'entend, on les confronte, mais ils ne vont pas vraiment pousser cette piste-là. Surtout qu'il va y avoir un nouvel élément qui va aller accabler Dany le Prince. La juge d'instruction va entendre la petite Solène, la seule survivante de ce massacre. On lui montre une photo du journal avec son oncle Dany le Prince et là elle se met en colère. Elle tape sur la photo et elle dit « tonton méchant ». La petite, effectivement, va dire « Dany est un méchant, Dany très méchant, etc. C'est lui ». Là, 2 ans et demi, on est 6 mois après les faits. C'est forcément un témoignage qui interroge cette juge d'instruction. Donc elle va faire appel à plusieurs experts et l'un des experts va dire que ce témoignage est crédible, que cette petite fille a sans doute assisté au massacre de sa famille, qu'elle ne peut pas avoir inventé ce qu'elle dit. C'est une sorte de 3e accusatrice. Et il est accusé par sa femme, il est accusé par sa fille, et il est accusé par une toute petite fille qui est potentiellement le seul témoin. Donc ça va être un élément à charge très très lourd contre lui. 2 ans après les faits, cette petite Solène, du coup, elle a plus de 2 ans, elle en a 4 et elle est réentendue et elle redit des choses à charge contre son oncle. Et elle dit, mais par contre, ma tante, Martine, elle a été très gentille avec moi, elle m'a donné le bain. Et donc à ce moment-là, Martine est convoquée, on lui dit « mais vous avez donné un bain ?» et alors elle s'en souvient. Et effectivement, et c'est à partir de là que va arriver cette 3e version où elle donne un bain à la petite fille, elle l'amène chez sa grand-mère qui n'en veut pas, elle la ramène au milieu des cadavres et elle va se recoucher. Cette 3e et dernière version, elle arrive 2 ans et demi après. C'est-à-dire qu'en fait, un truc aussi essentiel que d'avoir trouvé cette petite enfant rescapée au milieu des cadavres, elle a mis 2 ans à s'en souvenir, Martine le Prince. Vous avez le témoin de dernière minute, qui est la seule rescapée de la tuerie, qui vient confirmer que sa tante est gentille, mais que son oncle est méchant. C'est une pierre de plus qui vient entraîner Dany le Prince vers le fond. Ça a été vraiment le rebondissement. Le 8 décembre 1997, le procès de Dany le Prince s'ouvre à la cour d'assises du Mans. J'assiste au procès qui s'ouvre devant les assises de la Sarthe. Il y a assez peu de doutes. On ne s'attend pas à un rebondissement. Il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est un procès, compte tenu de l'horreur des faits, qui est assez tendu. Claude Amirault, expert psychologue. Tout le monde est sur la défensive et c'est assez tendu. J'ai le souvenir d'un accusé assez effacé, très calme, qui intervient peu. Il est extrêmement passif, il réagit mal, il s'explique mal, il s'exprime mal, il est froid. Comme s'il assistait à un procès qui ne le concernait pas, voilà, ou très peu. On attend tous, nous, journalistes, un petit peu la confrontation avec Martine, parce qu'on
posent tous des questions sur le rôle de Martine. Est-ce qu'on n'a pas vraiment exploré? Est-ce qu'elle a participé à quelque chose? Est-ce qu'elle cache des choses? On attend de voir si l'un va craquer. Sauf que, en fait, Martine Le Prince, à l'audience, elle est très faible, elle est très fragile, elle demande à s'asseoir. Donc ça, c'était un moment qui aurait pu être important et qui ne l'est pas. Mais en tout cas, elle ne craque pas. Elle reste sur la version qu'elle a donnée lors de la garde à vue. Donc, elle a assisté au meurtre commis par son mari Danny sur Christian. Lui est beaucoup plus entreprenant. On le voit qui dit « tu mens », elle ment depuis 3 ans. Danny Le Prince, il y a une véritable conviction chez lui. Je suis sûr que c'est ma femme qui a fait ça. Et il ne peut pas, je crois, psychiquement, être autrement que convaincu de son innocence. Il lui est impossible d'être le monstre qui tuerait son frère, sa belle-sœur et 2 des enfants du couple. S'il se représentait comme ça, il ne pourrait pas vivre. L'enjeu pour l'avocat de Danny Le Prince, Jean-Louis Pelletier, est énorme. À ce moment-là, il faut imaginer que ça fait 3 ans que Danny Le Prince est présenté comme le boucher de la Sarthe. Donc il faut quand même arriver à semer le doute dans la tête des jurés. À l'époque du procès, je ne suis plus le collaborateur de Jean-Louis Pelletier. Ce que je sais, c'est que ce dossier, pour lui, est vraiment très important. Ce qui comptait exploiter, c'était l'absence d'éléments matériels. En dehors des aveux, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'ADN de Danny Le Prince. On n'a pas d'éléments matériels susceptibles de confondre Danny Le Prince. L'objectif de Pelletier, c'était vraiment de démontrer que l'enquête elle était incomplète. C'était parti tout feu, tout flamme en pensant qu'en 2 mois, ça allait être réglé. Il y a ces traces de chaussures qui ne correspondent pas à son pied, une taille 41. Danny Le Prince fait du 46. Cette fameuse Doc Martens, cette empreinte qu'on n'a pas interrogée. Il y a un ADN inconnu qu'on trouve aussi dans cette maison et sur le couteau un peu mystérieux. Il y a une des armes du crime retrouvée sur place qui contient un ADN inconnu qui n'est pas l'ADN de Danny Le Prince. Donc il y a quand même des doutes qui émergent. Jean-Louis Pelletier n'a pas réussi à convaincre les jurés. Le verdict est rendu assez rapidement. On a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Danny Le Prince est condamné à la prison à perpétuité. On a été assez surpris au moment du verdict parce que c'est quand même un accusé qui clamait son innocence. Et effectivement, Danny Le Prince a semblé un peu comme toujours, impassible. Il n'a rien dit, pas eu de réaction, comme si il subissait cette peine. Danny Le Prince est donc condamné à la prison à perpétuité. C'est la peine maximale prévue par le Code pénal. À l'époque, en 1997, on ne peut pas faire appel et son pourvoi en cassation est rejeté. Malgré tout, il se lance dans un combat pour tenter de prouver son innocence et rassemble des soutiens autour de lui. Quand il prend perpète avec 22 ans de sûreté, il part pour un moment. Et donc, à partir de là, il va commencer à se défendre. La famille, par exemple, les parents vont commencer à se battre un petit peu, à chercher des appuis. Et va arriver dans l'histoire Roland Agret, qui lui-même est un ancien condamné à tort, puisque dans les années 70, il a été accusé d'être le commanditaire d'un meurtre. Roland a subi l'erreur judiciaire. Il a vraiment passé 7 ans en détention alors qu'il n'avait rien fait. Marie-Jo Agret, veuve de Roland Agret, présidente d'Action Justice. Il s'est battu de façon incroyable, puisqu'il a avalé des fourchettes, il s'est fait opérer de l'estomac, il a fait une grève de la faim. Il a finalement été libéré, il a voulu la révision de son procès et il l'a obtenu, il a été acquitté. Ça a été un combat terrible, très long. Et après, il a voulu s'occuper à vie de ce qui arrivait aux autres. C'est la maman de Danny Le Prince, Renée. C'est la présidente du comité de soutien qui nous ont demandé de les rencontrer. Renée était très touchante. On a tout de suite senti qu'elle était convaincue de l'innocence de son fils, vraiment. En quelques mots, avec ses mots à elle, elle a réussi à nous faire passer l'idée que rien n'avait été fait correctement. Il y a un tas de choses à vérifier. Et contrairement à ce qui est paru dans l'enquête, il n'y avait aucune jalousie. Les 2 frères s'entendaient très bien. Danny, c'est vrai que son frère Christian, il en était fier. Il en parlait avec fierté.
On se rend compte aussi que pendant l'enquête de gendarmerie et ensuite l'instruction, on laisse Martine dire tout ce qu'elle veut. Et chaque fois qu'elle est convoquée chez le juge d'instruction, la juge d'instruction, elle fait évoluer ses dépositions. Du « je sais rien » à « je sais tout », c'est incroyable. Et on se dit, mais comment ça se fait, ça, qu'à aucun moment elle est inquiétée. Alors qu'elle est rentrée dans la maison, elle a marché dans le sang, elle a pris la petite Solène, elle l'a ramenée, elle l'a laissée tout le reste de la nuit dans le lieu du crime, avec tous les corps ensanglantés. Elle a ramené la petite. Mais non, on lui dit rien. Il était convaincu, Roland, que Dany avait été mal jugé et que c'était impossible de condamner quelqu'un à perpétuité sans preuve. Moi, j'aimais bien Roland Gray. Il me parlait souvent de ses dossiers. Je ne sais pas pourquoi, je me suis passionné sur cette histoire plus que sur n'importe quelle autre. Puis finalement, je me suis dit que j'aimerais bien le rencontrer, ce Dany Le Prince. Nicolas Poincaré, journaliste et auteur de Condamné à tort. J'ai fait une demande de visite et à ma surprise, elle m'a été accordée. Il suivait de près, depuis sa prison, tout ce qu'on faisait avec Roland Gray à l'extérieur. Donc quand je suis allé le voir en prison, il était extrêmement chaleureux. Lui dit c'est pas moi. Moi, pendant toutes ces années, j'ai vraiment eu tendance à le croire parce que je le trouvais extrêmement convaincant, parce qu'on tue pas 4 personnes sans avoir quelques gouttes de sang sur son pantalon, parce qu'on laisse pas des traces de chaussures 41 quand on chose du 46. La seule solution pour sortir Dany Le Prince de sa condamnation, c'était une révision de procès. Et la révision de procès, il faut un élément nouveau. Donc il nous a fallu chercher à torigner, chercher dans le dossier, chercher tout ce qu'on pouvait pour arriver à trouver quelques éléments qu'on a donnés à la commission des révisions. Il y a par exemple un couteau qui a été retrouvé longtemps après. C'est en faisant des travaux dans une carrière que des ouvriers ont trouvé ce couteau. Sur lequel il y a écrit Le Prince. Et donc là, comme l'affaire Le Prince est connue dans la région, il se précipite et il va le donner aux gendarmes. Donc c'était énorme, quoi. D'autant plus que Christian a une blessure de couteau sur le bras. Donc c'était très important, cet élément. Il est gravé Le Prince et à la Socopa, l'entreprise de viande où travaillaient Dany et Martine à une époque, ont gravé les couteaux au nom des employés. Alors on se dit, ah bah tiens, Le Prince, ça accuse Dany. Sauf qu'en fait, Dany, il n'a jamais eu de couteau à son nom. J'ai jamais vu Dany à la Socopa manier des couteaux, jamais. Il n'a jamais eu de couteau d'ailleurs. Il était qu'avec. Il s'occupait que des machines. En revanche, Martine savait manier le couteau et elle a appris son métier à mes côtés. Elle coupait des morceaux, elle dégraissait des morceaux. Et Martine était très adroite avec un couteau. On appelait ça, dans le jargon du boucher, une fine lame. C'était une fine lame. Dany a déclaré que quand il est rentré, il a vu quelques images d'un film qu'il passait à ce moment-là à la télévision, un film avec Charles Bronson. Il dit qu'il voit Charles Bronson au milieu d'un village avec un jeune homme à ses côtés et tout. Cette scène, elle existe dans le film et elle passe à 21h44. C'est un élément nouveau, une expertise qui n'avait pas été faite au moment de l'enquête et qui prouve qu'à 21h44, il était dans sa chambre puisqu'il décrit des scènes... Entre-temps, il est allé en prison, il n'a pas pu faire des recherches pour revoir les films. D'après les témoignages qui accusent Dany Le Prince, les faits, ils ont lieu à 21h40 à peu près, quoi. Et lui, il dit que juste avant et juste après, il a regardé la télé, et il le prouve. Dans la perquisition chez Dany et Martine, il a été trouvé dans un tiroir un couteau avec un manche jaune et sur lequel il a été relevé 2 ADN compatibles à la fois avec Martine et la petite Audrey. Et personne ne s'est occupé de ce couteau qui avait été retrouvé. À aucun moment, le procureur a fait quelque chose pour ce couteau. Donc c'est vrai que c'était un élément important qui a été apporté au dossier. 5 ans plus tard, en 2019, la commission des révisions rend sa décision. Tous ces éléments s'additionnent. La commission de révision et sa présidente, Martine Anzani, magistrate, ils ont dit ça fait beaucoup, quoi. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui sont que des indices nouveaux et qui ont tendance un peu à l'innocenter. Donc, il faut refaire le procès, en gros, et il faut réviser ce procès. Et elle a décidé donc de demander la révision et même de le libérer en attendant un éventuel nouveau procès, ce qui ne s'était jamais vu. Ce sont ses premiers pas d'homme libre depuis 16 ans.
Tenu au silence, il n'en dira pas plus, mais son visage affiche un sourire. Ah ben, on a été heureux de savoir que enfin Dany était libérée. C'était extraordinaire. Moi, j'étais au travail quand j'ai appris que Dany était libérée et c'était l'euphorie complète, quoi. On m'a même laissé quitter mon travail pour aller apprécier cette nouvelle, quoi. Christine Fournier, amie de Christian et Brigitte Le Prince. C'était vraiment l'aboutissement, en fait, de tout le travail qui avait été fourni pour libérer Dany. À ce stade, Dany Le Prince a obtenu gain de cause auprès de la commission d'instruction, de la cour de révision, mais son parcours judiciaire n'est pas terminé. Il lui faut maintenant convaincre une deuxième instance, la formation de jugement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. Dany Le Prince retourne en prison. La cour de révision a rejeté sa requête. Aux yeux de la justice, cet homme reste coupable d'un quadruple meurtre. Ça a duré quelques secondes et on nous a dit pas de révision, on ferme le dossier et Dany Le Prince retourne en prison. Et on a tous été foudroyés, on n'en revenait pas. Personne ne voulait y croire. Il repart en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième lecture des éléments nouveaux qui est radicalement différente. C'est-à-dire qu'au lieu de les prendre comme un tout, la cour de révision, ils les prennent un par un. Ils usent le couteau, ça prouve rien. Les horaires de la télé, et alors? Si vous les prenez comme un tout, une magistrate a décidé que c'était de nature à faire naître un double plus que raisonnable et à entraîner un nouveau procès. Une autre cour les a pris saucissonnés un par un et a dit un par un, ils valent rien. Pour lui, c'est assez terrible. Il a encore plusieurs années avant de pouvoir espérer demander une libération conditionnelle. Mais alors, à la surprise générale, en 2012, il est libéré en conditionnel, en fait, donc toujours coupable, mais libéré avant la fin de sa peine de sûreté. En 2021, Dany Le Prince fait la demande de dépôt d'une nouvelle requête en révision. Ce qui m'a frappé, la première fois que nous sommes rencontrés avec Dany Le Prince, c'est de voir un homme qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, qui a déjà fait 17 ans de prison, qui est libre et qui me demande d'obtenir la révision de sa condamnation parce qu'il clame encore et toujours son innocence. Olivier Maurice, avocat de Dany Le Prince. Nous avons bâti un dossier que nous pensons être extrêmement solide, avec des témoignages nouveaux, notamment de personnes qui connaissent très bien la famille de l'époque, qui peuvent apporter des éléments précis et circonstanciés sur des tensions qui pouvaient exister, sur qui, par exemple, savait particulièrement bien manier des couteaux, qui pouvait porter des Doc Martens à l'époque. Nous sommes relativement discrets. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des investigations qui sont en cours. On est dans un feuilleton judiciaire sans précédent, quoi. Cette affaire, ça va faire 30 ans. Hein. Tout est lancé. Aujourd'hui, il y a de nouveau des gens qui enquêtent sur cette vieille affaire pour savoir si oui ou non il a été jugé correctement, si oui ou non il mérite un nouveau procès. C'est à la justice de faire ses preuves et d'en pouvoir nous donner la vraie vérité. Si Dany y est ou n'y est pas, et qui d'autre a participé, quoi. Alors si Dany est innocent, c'est vrai. Qui a fait? Moi, j'ai des certitudes dans ma tête. Je me dis peut-être qu'il faut se diriger du côté de sa femme et de sa fille aînée. Jean-Claude Marie, ami et ancien collègue de Dany Le Prince. Peut-être. Mais je les accuse pas, bien sûr, mais il faut peut-être se diriger vers ces deux personnes-là. Ma conviction, c'est que je ne sais pas comment une personne aurait fait ça tout seul, les meurtres, et surtout effacer toutes les traces après. C'est difficile à comprendre. Pour que ces victimes dorment en paix, il faut absolument savoir ce qui s'est passé. Le papa de Brigitte n'est plus là, René et Robert ne sont plus là non plus, mais il n'empêche qu'il faut savoir, même Solène qui est là, ça serait bien qu'elle sache. Solène, seule rescapée du massacre et aujourd'hui âgée de 32 ans, a lancé une procédure pour tenter de comprendre ce qui était arrivé à sa famille le soir du drame. Une action en justice qui s'ajoute à la nouvelle demande de révision de Dany Le Prince.
30 ans après le quadruple meurtre, l'affaire n'est toujours pas close. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Clémentine Bizio. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.